On était beaucoup plus dans la culture il y a 15 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans l'inculture. Aujourd'hui, un mec du ghetto, il connaît pas ses classiques. Mais un bobo de Paris connaît les classiques. Hasard, danse au bord de l'abîme vêtu de noir, pourvu que ça brûle comme l'autre soir. Bon Bactère, bienvenue sur Bouscapé. Ouais, merci. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici, donc ça me fait plaisir. On se retrouve pour ton interview concernant C'est la street, mon pote, Ouais. qui sort bientôt. Du coup, moi, ma première question, puisque ça fait un petit moment que tu n'as pas sorti de projet, ça fait presque 1 an et demi maintenant. Tu as fait quoi depuis Banger 3? Depuis Banger 3, j'ai fait pas mal de choses en fait. Tu vois, j'ai produit Rémi. C'est un petit d'Aubervilliers puisque j'avais décidé de prendre sous mon aile et de mettre au devant de la scène. Et franchement, aujourd'hui, je suis content parce que là, actuellement, il est en tournée. Les gens, ils reconnaissent son talent. Voilà, il a fait un bon premier album. On est bientôt sur le deuxième. Donc, il y a déjà eu ça. Bon, tu sais, il y a eu le développement d'Untouchable, la marque que tout le monde connaît, comme d'habitude. Il y a eu une nouvelle marque sur laquelle je me suis pris la tête. C'est une marque de luxe, made in France, qui s'appelle N-Touch. C'est vraiment une marque de fringues travaillées. On s'est pris la tête à faire des bons designs, des patronages un peu futuristes et tout, inspirés des années 90, un peu du Japon, un peu de ma jeunesse, de toutes les choses qui m'influençaient. Et donc j'avais fait en mars 2018, durant la Fashion Week, j'avais fait une grosse soirée qui présentait un peu ma marque avec que des gens de la mode. J'ai eu un très bon accueil du milieu de la mode sur la marque et tout, ça a été cool. À Londres aussi, j'ai développé pendant la Fashion Week de Londres en septembre dernier. On a fait un pop-up store là-bas, et franchement, c'était vraiment lourd. Et donc là, je me prends la tête à bien finaliser ma collection pour pouvoir aller aux États-Unis, en Angleterre, en France régulièrement à partir de 2019 parce que j'ai de la demande un peu partout. Ok. Là, justement, tu parles des États-Unis. Est-ce que toi, c'est un pays qui t'inspire? Parce que niveau SAP, on sait qu'ils sont pas mal en avance. Enfin, en gros, ils ont une autre mentalité. Toi, est-ce que ça t'inspire? Niveau SAP, c'est nous, les Européens. Gros. Toi, tu trouves que nous, on a... Ah, c'est nous. Ah ouais? Y a pas de... Donc toi, il n'y a rien qui t'inspire? Ils sont européanisés, c'est pour ça qu'ils ont commencé à avoir du swag. Tu vois? Mais tu vois, il y a des choses... Nous, ici, à Paris, on a du style, tu vois. À Paris, on a vraiment du style. Mais après, maintenant, il y a les élitistes du style et après, il y a la masse, tu vois. Toi, tu te places où par rapport à... Moi, je suis un élitiste, je sais déjà que... Attends, je mets des trucs, 1 an après, les gens y mettent, tu vois, je sais déjà. Et ça, depuis très longtemps. C'est comme dans la musique, tu t'es souvent qualifié comme... Je sais même quand un produit, ça va revenir, quand un produit, tu vois, je connais, tu vois, je suis dedans. Et en fait, maintenant, aux États-Unis, surtout la côte est des États-Unis, elle est très liée à l'Europe. Mais tu vois, c'est le Made in Italy, le Made in France, les Stella McCartney, c'est tout ça, hein, le British, tout c'est l'Europe. Hein. C'est pas... Maintenant, il y a eu un choix important récemment dans ta carrière. Tu as signé chez Def Jam. Ouais. Pourquoi ce choix? Parce que tu vois, Def Jam, j'aime bien la structure là, actuellement, tu vois. Il y a Pauline Duhart, qui est une ancienne du rap, c'est elle, la patronne de Def Jam actuelle. Ça fait peut-être 20 ans qu'elle est dans la musique, ouais, 15-20 ans. Moi, ça fait longtemps que je suis dedans. Avec Benj et tout, bon, on s'entend tous. Ils savent que j'ai une vision. Ils me laissent l'opportunité de pouvoir l'appliquer. Donc ça fait plaisir, tu vois. J'ai pas d'enjeu. J'aurais pas sorti un album tout de suite si j'avais un enjeu. Tu vois, j'ai annoncé ma signature là, je sors un album là. En vrai, genre quand tu regardes le timing entre le temps où j'annonce ma signature et là, je devrais pas sortir d'album. Mais là, c'est un album où il y a, on va dire, il n'y a pas de tube. C'est un album de rap. Donc là, c'était juste pour faire plaisir à mes fans. Et je sais que ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti un projet. Et c'était pour finir bien l'année parce que j'ai eu une année chargée. Et en fait, je voulais prendre les gens de cours. Tu vois, j'étais en train de communiquer comme si j'avais pris ma retraite. Comme si j'avais, tu vois, je produis les jeunes, je suis dans la mode, j'ai plus le temps de rapper. Mais non, en fait, là, tu vois, je sors un disque
purement rap comme ça pour clore l'année, histoire de faire plaisir à mes fans. Sur cet album-là, il n'y a pas, il y a pas d'enjeu où genre je vise tu vois. C'est pas ça, ça c'est pour 2019. Là, c'était juste que voilà, j'ai annoncé, je finis l'année et comme ça, j'aurais fait une année pleine. J'aurais donné du bon rap, j'aurais ramené un artiste dont je suis fier. J'ai fait exister une marque de mode made in France et il y a, pour pas dire personne, il y a très peu de gens qui peuvent le faire. Et voilà, donc ce qui fait que voilà, j'aurais fait une année bien remplie avec où j'ai pu appliquer la vision que j'ai de l'artistique en général. Donc voilà, si le général perd espoir, la banlieue va s'abrutir. Si j'ai signé en maison de 10, c'était pas pour vous divertir. Je fais du rap français, donc pas besoin de sous-titres. Tu as pas mal revendiqué l'idée d'indépendance tout au long de ta carrière. Aujourd'hui, est-ce que ton point de vue sur les majors, il a changé? Ou sinon, qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui en fait? Mon point de vue sur les majors, il est forcément obligé de changer parce que l'industrie, entre les années 2000 et les années 2018 dans lesquelles nous sommes, on arrive bientôt en 2020, a radicalement changé. Aujourd'hui, l'industrie, les multinationales sont d'accord avec le rap. Donc à partir de là, pourquoi te mettre en opposition? Ça ne sert à rien. Tu vois, au contraire. Là, aujourd'hui, tu peux rentrer dans une maison de disques et rencontrer des gens, parce que maintenant que le rap commence à avoir un certain âge en France, il y a beaucoup de gens qui sont dans les bureaux, dans tout, qui travaillent le rap depuis aujourd'hui 15 ans, 20 ans. Donc aujourd'hui, c'est plus facile de travailler en synergie avec les multinationales qu'il y a 15-20 ans. Non, non. Mais tu vois, il y a de la avant, on va dire qu'il y avait le rap commercial et le rap underground. On va dire que c'était coupé en deux, tu vois. Maintenant, le rap, il est beaucoup, beaucoup plus varié. Tu peux plus dire, ouais, non, là, c'est parce que je fais du rap comme ça que je fais de l'indé ou que je fais... Aujourd'hui, la musique, elle est tellement... Le rap s'est emparé de tous les genres musicaux. On a pris en otage la musique. Non, mais c'est vraiment vrai, tu vois. Et donc, ce qui fait que... ça ne sert plus à rien aujourd'hui, au contraire, il faut travailler main dans la main parce que moi aujourd'hui, je ne suis pas qu'un rappeur, tu vois, j'ai une vision du rap, j'aspire à ramener plein de jeunes artistes que j'aime, tu vois, que j'aime leur artistique, à percer, tu vois, vu qu'on est dans une ère où justement la jeunesse d'aujourd'hui pourra faire beaucoup plus de choses que notre jeunesse à nous dans le rap. Et si nous, on est resté dans ce milieu-là et qu'on n'a jamais lâché l'affaire, c'est pour justement devenir un maillon important à cette chaîne d'évolution qu'il y a dans le rap, tu vois. Moi, j'en suis plus au stade où j'essaie de faire un 16 mesures et dire, regardez, je suis le meilleur. Ça, c'est parce que j'aime le rap, tu vois. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, ma raison d'être encore là. Ma raison d'être encore là, elle est là pour qu'il y ait des gens d'expérience encore au sein de l'industrie. Parce que tu vois, souvent les gens, des rappeurs, dès qu'ils rappent plus, ils sont plus dans le game du tout. Mais nous, on a un rôle à jouer. Moi, j'ai fait 15 ans d'indépendant, donc c'est une expérience qui a son pesant d'or aujourd'hui avec le marché actuel. Aujourd'hui, tu vois, quand je parle avec les multinationales, ils me donnent un certain crédit par rapport à mon parcours. Donc, ce qui fait que je peux faire pas mal de choses pour la jeunesse dans le rap et pour le rap en général, tu vois, je peux servir à des choses. J'en connais qui sont partis pour 20 ans, d'autres qui sont partis avant leurs 20 ans. J'ai feinté la frappe pour retrouver la cage vide. Justement, là, tu parles de la jeunesse. Est-ce que, là, tu sors par exemple un projet, est-ce que toi, ça te met pas une petite pression quand ça fait 1 an et demi que tu as rien sorti, une pression positive, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais quand tu reviens et que tu as déjà vu les artistes qui étaient aussi productif pendant 1 an et demi, qui a des bons scores en première semaine. Toi, est-ce que ça te met pas une petite pression quand tu reviens? Non, parce que en fait, ça m'aurait mis une pression si par exemple, j'avais annoncé, comme je t'avais dit, j'avais annoncé ma signature en septembre et que maintenant je me prends la tête pour qu'en 2019, je sorte l'album du siècle qui doit tout exploser. Mais la configuration dans laquelle je sors l'album, je sais pas, ça communique pas une pression sur un score, tu vois. Il y aura le score qu'il y aura. Mais en tout cas, je sais que ce disque-là, je ne sors pas pour faire un score spécial. Parce que si je travaillais pour le score,
j'aurais pas sorti mon album maintenant, j'aurais fait d'abord beaucoup plus de travail de terrain, tout ça, j'aurais fait un album moins underground, tu vois. C'est juste histoire c'est un cadeau. C'est un cadeau que j'ai fait là. Et c'est un cadeau pour tous les fans de vrai rap, tu vois. Je me suis positionné où j'ai dit, ouais, non, il faut quand même donner aussi du bon rap quand tu sais que tu es un peu influent, que les gens puissent se dire, ah ouais, ça fait plaisir aussi encore d'entendre ce genre de rap-là. Et là, j'ai envoyé quelques extrêmes, jusqu'à même faire un freestyle pour vous, là, Bouscapé. Tu vois, c'est du rap, tu vois, et genre les gens, et ça leur fait plaisir d'entendre du Peura, tu vois. Et toi aussi, tu te fais plaisir en vrai. Mais bien sûr, tu vois. Moi, je me suis toujours fait plaisir, tu vois, contre vents et marées. Le plaisir, il est d'abord pour moi, tu vois. Donc, ça, il n'y a pas de souci sur ça. Mais maintenant, tu vois, je sais que... je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de fans de rap de différents styles. Aujourd'hui, tu vois, genre quand tu fais du vrai rap, je sais que ça répond même à une certaine jeunesse qui aime ce rap-là. Les gens ils pensent que quand tu fais du vrai Peura, c'est un truc d'ancien, mais non. Il y a les jeunes justement qui sont à fond dans ouais moi tout ça, moi j'aime le rap comme ça, j'aimerais bien en écouter. Au contraire, c'est ce que je m'aperçois de plus en plus, tu vois. Donc on s'est donné ce disque-là tout de suite. Pas après, parce que si je donne ce disque-là après, là, je rentre dans des pressions, tu vois. Là, là tu le vois, je fais pas énormément de promos, je sors comme ça des petits clips, je sors comme une mixtape, quoi. Mais voilà, ça fait plaisir, en tout cas. Je sors ce genre d'album en multinational. Voilà. Est-ce que c'est une victoire? Quelque part. Tu comprends ou pas? Après, je ferai ce que j'ai à faire en 2019, mais en tout cas... Mon premier, tu vois, j'ai appuyé sur le bouton en disant « McTyre, c'est ça, à la base. » Voilà. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, le projet. On va revenir sur quelques morceaux. Dans le morceau « Chez moi », il y a ce thème de la jeunesse qui revient. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu trouves que les jeunes, en gros, on en est au même point qu'il y a 10 ans ou que ça a un peu évolué dans les quartiers? Je te parle en termes d'infrastructure, en termes de... C'est large, hein, ta question, tu vois. Il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui ont régressé. Par exemple, si tu veux, au niveau culturel, non, la banlieue n'a pas progressé. On était beaucoup plus dans la culture il y a 15 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la culture. Aujourd'hui, un mec du ghetto, il ne connaît pas ses classiques. Mais un bobo de Paris, il connaît les classiques. Des gens qui étaient ghetto youths il y a 20 ans. Donc, non, il n'y a pas de... Tu vois. Il n'y a pas d'évolution, tu vois. Là, juste avant d'arriver, là, j'étais en train de regarder YouTube. Je venais de voir un freestyle de Big Flo et Oli et MC Solar. Tu vois. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, c'est Big Flo et Oli qui a invité MC Solar sur Skyrock. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Alors que, tu vois, c'est un très grand rappeur, MC Solar, qui a ramené beaucoup au rap français. Mais si demain tu dis ça aux jeunes du ghetto, ils n'en sauront rien du tout. Mais Big Flo et Oli, eux le savent parce qu'ils l'ont invité à Skyrock pour faire un freestyle. Et gros, quand j'ai vu ça, j'ai dit mais merde, c'est incroyable. Ouais. Mais est-ce que d'une part, c'est pas aussi une réussite? Parce que ça veut dire que les bobos, comme tu dis, tu vois, bah eux, ils mais c'est les cultivés. Ils ont gardé la culture. Mais le problème, c'est que dans les quartiers, justement, c'est l'ère de l'inculture. Ouais. Ça va dans l'autre sens, en fait. Tu comprends? Ouais. Et vu que moi, à la base, le fond de mes textes, c'est la rue. Mais la forme musicale que j'applique, c'est une forme musicale qui n'est plus liée à la rue actuelle, puisqu'ils ne font plus de rap dans la rue. T'as compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, presque, ils pourront dire que le rap que je fais, c'est du rap de bobo, s'ils oublient ce que je dis dans mes textes. Parce que le rap, genre le beat de rap où tu kicks dessus, on dirait que c'est devenu quelque chose qui n'est plus lié à la cité. La cité, ils ont une autre forme musicale aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, après, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué en termes de musique, et c'est limite devenu une mode, en fait, de se remettre à rapper, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais le problème, c'est que ce que je te dis, c'est que dans les cités, on dirait qu'ils aiment moins le rap que les gens qui viennent pas des quartiers. C'est ce que je te dis.
Parce que tu vois, si la culture était restée, c'est peut-être aussi de la faute des grands frères des quartiers, tu vois, qui étaient dans le rap. Hein. Peut-être qu'ils ont, tu vois, quand ils ont quitté le rap, peut-être qu'après ils ont décidé de tout quitter, tu vois. Et donc après, il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas de transmission. Alors que, tu vois, la dernière fois, je faisais une interview pour un média. Le journaliste était très jeune et passionné de hip-hop, tu vois. Ça, il devait avoir 21 ans, tu vois. Mais il connaissait tous ses classiques, c'était un passionné. Quand je parlais avec lui, je lui donnais des références, il les notait. Ah, je vais regarder, tu vois. Passionné de rap. Tu comprends ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que c'est pour ça que j'ai fait un album comme ça pour mon premier. Pour que, genre, vu que moi, la rue sait que je représente la rue, même les petits frères, ils savent qu'à la base, j'ai toujours représenté la rue. Donc, quand ils auront accès à mon disque par rapport à ma personnalité, parce que je sais que c'est par rapport à ma personnalité qu'ils vont aller vers mon disque, les plus jeunes, eh ben, ils vont dire, mais ils n'ont pas l'habitude d'entendre cette forme musicale pour parler de... Mais ils vont se dire, mais s'il l'a fait, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Il l'a fait à un moment dans sa carrière. Voilà, s'il fait ça, c'est qu'il y a une raison. On connaît Mac Taylor comment il est. S'il fait ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est ça le rap. Parce que c'est des trucs. J'ai quand même pour but d'essayer de réinspirer le ghetto au rap, quoi. Au rap, aux bonnes instrus, à la recherche des flows, tu vois. Toi, tu veux garder cette idée comme de passation de relais, en fait. Bien sûr. Tu veux éduquer les nouvelles générations au vrai rap, celui qui existait il y a 20 ans. Comme Rémi. Genre, tu vois, par exemple, quand Rémi et moi, on fait un morceau comme à l'ancienne, par exemple, le morceau comme à l'ancienne qui était dans son album, ou le morceau qu'on a fait dans mon album, là. Nouvelle époque, là. Ben, tu peux pas te dire qu'il y a autant d'années qui nous séparent. Ouais. On le ressent pas dans le futur. On le ressent pas. On y reviendra un peu après, voilà. Plus en détail. Pour rester dans le morceau Chez moi, tu dis je regarde plus derrière, même s'il y a des choses que je regrette. Ouais. Qu'est-ce que tu regrettes? C'est des choses qui sont hors du rap, tu vois. C'est des choses privées, tu vois, dans la vie privée. Et au niveau de la musique, on va dire que... Tu vois, souvent, les gens, quand ils me voient dans la rue, me disent « Ouais, Mac Taylor, c'est un truc de fou, t'as pas eu la carrière que tu mérites, avec tout le rap que tu donnes, ta. » Je leur dis à tous ces gens-là, tu vois, qui me disent « Ouais, Mac Taylor, tu mérites mieux que ce que... » Tu vois. Après, moi, je suis un croyant. Tu vois, c'est Dieu qui donne. Donc, moi, je me plains pas. Moi, je suis bien, moi, où je suis. Tu comprends ce que je veux dire? Et après, j'ai une part de responsabilité sur le grand succès ou non de Mac Taylor durant toutes ces années. Moi, j'étais un mec de la rue qui faisait du rap. Je n'étais pas un mec de rap qui se prend pour un mec de la rue. Moi, je peux le dire aujourd'hui, ça va pas ensemble. Il y a des choses où il y a des moments où je ne pouvais pas être là parce que j'étais occupé à autre chose. Tu vois? Tout simplement. J'ai une part de responsabilité que je ne pouvais pas dire avant parce que je n'étais pas un innocent avant. Les gens qui étaient des mecs du rap et qui faisaient les mecs de la rue, bien sûr qu'ils pouvaient faire les fous. C'était des innocents. Ben oui. Mais moi, j'étais un mec de la rue qui faisait du rap. Donc, je sais pas, quand je faisais Petit Frère, Petite Sœur en 2006, et je chantais et que j'essayais de conseiller la petite sœur et le petit frère par rapport aux galères, à cette époque-là, j'étais un criminel. Petit frère devient responsable, surtout garde espoir et ne choisit pas le chemin des armes, petit frère. Alors que dans le rap, il disait « Oh, ça y est, c'est devenu un... » Tu vois? Alors que moi, j'étais en train de conseiller, parce que je sais la vie de rue, à quoi elle nous amène. Donc moi, c'était sincère. Tandis qu'il y en a qui cherchent le... Tu vois? Et je le dis dans un morceau de mon album, là, Hasard. Je sais qu'un jour tout le monde se réveille, ils en voudront à leur rappeur préféré de les avoir plongés dans un long sommeil. Parce qu'un jeune qui écoute du rap, ce jeune-là, il ne peut que grandir. Il ne peut pas devenir un nouveau-né. Il ne peut que grandir. Donc quand il va grandir, il va commencer à juger quel a été l'impact de l'artiste qu'il aimait quand il était très jeune. Est-ce qu'elle a été négative ou positive? Ou tu vois, il y a parfois des gens qui me disaient « Putain, il y a des phrases que je ne comprenais pas et quand j'ai grandi, putain, j'ai compris. » Et moi, j'ai remarqué que tous les jeunes
qui ont pris de l'âge, qui m'écoutaient quand ils avaient 15 ans, aujourd'hui, je sais pas, ils en ont 30, ou tu vois, même la deuxième génération qui m'ont connu avec les bangers, tout, en grandissant, ils m'aiment encore plus. Parce qu'ils comprennent les messages que tu délivres. Parce qu'ils se disent, ce mec-là, il n'était pas là pour nous faire du sale. Hein, c'est la street, mais il y a quelque chose où ça se voit qu'il veut pas qu'on parte en vrille. Tu comprends? Voilà. Et moi, j'ai cette sensibilité. J'ai mon studio dans ma cité. Je vois toutes les générations grandir. Tout. Tu peux pas faire le mec comme si tu vois pas. À un moment, tu as un cœur. Tu vois le chaos. Et moi, j'essaie de pacifier le chaos. On va dire ça comme ça. Dans le morceau Hype, tu dis en gros que la street, c'est plus la street. Qu'est-ce qui a changé selon toi aujourd'hui dans la rue? Là, je pense qu'on parle plus de musique, mais c'est vraiment dans la rue du coup que tu as voulu délivrer ce message. Qu'est-ce qui a changé? Ouais, j'ai dit la street, c'est plus la street, la TN est devenue hype. Tu vois, c'est ça que je dis. Tu vois, parce que je parlais un peu de la mode, un peu dans ce titre. Hein. Tu vois, la TN aujourd'hui, tu peux la voir dans des défilés de mode. Alors qu'avant, c'était une paire de voleurs, une paire de dealers, une paire de, tu vois, de chouraveurs, tout. Et tous ces codes-là, qui étaient pointés du doigt il y a 15 ans, 20 ans, ne nous appartiennent plus. C'est devenu pour les mots d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Et la mentalité, tu vois, comme je t'ai dit aujourd'hui, la mentalité de la rue, je la ressens de moins en moins, en fait. Tu vois, quand je dis la rue, c'est plus la rue, c'est style... quand tu regardes le rap, j'ai l'impression que la rue, elle n'existe plus. Tu vois? Genre, j'ai l'impression même que quand c'est... J'ai l'impression que les gens n'ont plus de problème, que les gens rendent la rue un peu comme si c'est... Comme si c'était bien. Comme si c'est bien, comme si c'est cool, comme s'il n'y a pas de... Comme si, je sais pas, comme s'il n'y a pas de drame, comme s'il n'y a pas de grosses galères derrière tout ça. C'est très bizarre. En tout cas, c'est très bizarre. Moi, je veux bien concevoir de faire de la musique, tu vois, très positive, lumineuse. Pour moi, c'est super important de faire ça. Depuis le début, ça a toujours été comme ça. Notorious Big, il l'a fait, tout. Tu vois, de créer un ascenseur émotionnel positif, tout ça. Mais là, c'est pas un ascenseur émotionnel positif que je vois sur la rue. C'est un truc un peu abruti. C'est pas pareil. D'être inspirant et d'abrutir ses semblables. Ça n'a rien à voir. Et voilà pourquoi je dis cette phrase-là. Mais après, est-ce que tu ne penses pas que c'est lié aussi au fait que peut-être il y a 10 ans, il y avait moins d'argent dans le rap, c'était plus compliqué, donc ça fait que les artistes, quand ils venaient, ils avaient un vrai message. Aujourd'hui, en vrai, il y a plus d'argent. Tu sais que quand tu vas faire un morceau un peu plus ambiancé, bah, tu vas gagner plus. Donc finalement, le message, il se perd parce qu'il y a cette notion d'argent en fait, derrière. Est-ce que tu ne penses pas que c'est lié? Moi, je pense que ça a toujours existé de faire des morceaux, tu vois, un peu légers, tout ça. Là, moi, je refuse pas la musique légère. Au contraire, elle a toujours existé depuis que je suis petit. La musique du top 50, on l'a tous écoutée. C'est pas ça le problème. Le problème, justement, il se situe pas sur la musique légère. Elle se situe sur la musique dure. L'abrutissement par la musique dure. La musique légère, elle est là pour, tu vois, que tu sois léger, pour que toute la lourdeur qu'il y a dans ta vie, tu l'oublies un peu. Elle sert à ça. Mais après, c'est la musique hardcore qui abrutit la jeunesse. Ça, c'est autre chose. Le hardcore, c'est censé représenter la rue et la souffrance d'un peuple, des nôtres, de tout. Il y a plein de choses, tu vois. Mais quand tu veux communiquer d'une manière sérieuse quelque chose en abrutissant le peuple, là, c'est autre chose. Quand tu veux venir un peu sérieux et que tu fais le con. Tu vois, ça, je peux pas tolérer. Je peux pas tolérer, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans le même thème un peu de la rue, dans le morceau Les Codes, tu dis les petits et les grands bédavent sur le même joint. Ouais. Est-ce que là, c'est pas une phrase qui montre un peu que la barrière de respect, elle a disparu? Elle a disparu de la faute de ces grands. Qui ont toléré. Qui ont décidé de partager des joints avec les petits. Ça a commencé ça à peu près une dizaine d'années. Après, aujourd'hui, c'est pour ça que le respect n'existe plus. Et c'est très important quand tu décides de rester dans ton quartier, de grandir en inspirant le respect aux petits frères. C'est super important. Si tu vois que tu n'en inspires pas, ben, reste pas avec eux. Parce qu'après, il y aura du manque de respect. C'est logique, ça.
C'est valable dans tout. Parce que le petit, il ne reste pas éternellement petit, il devient adulte. Et il commence à voir, il a une perception après adulte de ta propre personne. Il dit, mais en fait, c'est un balourd. C'est comme si demain, tu regardes tes parents, après tu deviens adulte, et maintenant tu regardes tes parents d'une autre manière. En tant qu'homme, en tant que femme, tu regardes ta mère en tant qu'homme, et là, tu donnes le vrai jugement, tu as le vrai jugement sur tes parents. Tu vois, tu dis, en fait, ma mère, elle est comme ça, en fait. C'est incroyable. Parce que nous, on est des enfants pour nos darons, mais après on grandit, on devient des grands hommes, on se marie, on fait des enfants, on fait tout ça. Et quand tu commences à te marier, faire des enfants, toi-même, tu commences à regarder ta daronne, tu dis, elle aussi, elle a été la femme de bon daron, ah, ma mère, en vrai chapeau, hein, parce que celle-là qui est avec moi, là, je crois pas que ça... Donc là, on va passer maintenant à Rémi. On le retrouve logiquement dans ton projet. Ouais. Tu dis, déjà dans Kubilai Khan, tu as une phrase où tu dis « J'ai passé le relais pour qu'il puisse réaliser nos rêves ». Ouais. Est-ce que déjà, dans un premier temps, toi, tu le considères comme ta relève? Ouais. Et c'est quoi les rêves que toi, tu n'as pas pu réaliser et que tu as envie que lui il réalise pour les banlieues, pour le rap, en fait? De pouvoir réussir une très grosse carrière sans abrutir son peuple. Mais est-ce que toi, tu juges du coup que tu as abruti ton peuple à un moment donné? Non, moi non. Mais j'ai pas fait une grosse carrière. Ok. Donc du coup, là, qu'ils puissent allier les deux. Voilà, parce qu'on est dans une ère où c'est possible. Dans le morceau Nouvelle Époque, on vous retrouve du coup ensemble Ouais. sur un très gros morceau. C'est un passe-passe tout le long. Ouais. C'est un échange. Est-ce que c'est comme un petit frère qui s'adresse à son grand frère? Exactement. Tu vois, c'est un morceau qu'on a fait au hasard, c'était pas prévu. On était en studio avec Professeur, là, et on était en train de taper des beats, tu vois, tac, et après je dis, ah ouais, elle est pas mal la boucle, tac. Vas-y, rajoute ça. Pendant qu'il concevait l'instru, après on a commencé à écrire. C'est un peu comme ça qu'on a fait avec Kerry, à l'époque on a fait Patrimoine du Ghetto et qu'on faisait les échanges. Ça m'a fait penser un peu à cette séance de studio. C'est intéressant que tu parles de Kerry, parce que du coup, en fait, moi, en écoutant ce morceau, ça m'a fait penser en version 2018 un peu à l'Impasse qu'il avait fait avec Béné. D'accord. Okay. Est-ce que, toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Ouais, peut-être, mais en fait, on va dire qu'à la différence du morceau avec Béné, c'est nos vrais rôles qu'on joue. C'était une discussion entre Socrate et Rémi à Aubert. Comme on se parle en privé, on l'a fait en rap. Ok. On se doute bien que tu as dû lui apporter beaucoup de choses, ouais. Mais est-ce que lui, il t'en a apporté aussi à toi? Bien sûr. Moi, je suis un mec dur, tu vois. Et en fait, il a réveillé des sensibilités en moi. Tu comprends pas? À travers ses textes? Ouais. À travers ses textes, à travers sa personne, il m'a réinspiré une genre de sensibilité, quoi, tu vois, de sentiment. Je suis une force tranquille maintenant. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais pas mal de choses aujourd'hui sur moi et sur le monde dans lequel on vit. Même si j'ai toujours su un peu le monde dans lequel on vivait, mais quand tu es jeune et que tu es sûr, on croit que tu es jeune. Mais sauf que moi, ce que je dis aujourd'hui, je le disais à 10 ans. J'étais en avance, moi, en fait. Tu comprends pas. Ce qui fait que, genre, tout ce que j'avais dans mon cerveau, je sais pas, il y a une dizaine d'années, c'est applicable dans le monde d'aujourd'hui. Vraiment. Tu vois? Et donc, je me sens serein. Je force même pas. C'est fluide. Dans Kubilai Khan, tu parles d'incompréhension, de moquerie de l'ancienne et de la nouvelle école. Est-ce que toi, tu as toujours l'impression d'être incompris comme un génie, comme tu le disais il y a quelques années? Oui, bien sûr. Et je pense que tant que je ferai de la musique, je serai toujours incompris parce que je serai toujours incompris à l'instant T. Parce que je finis toujours par... mes œuvres, elles sont toujours reconnues à la fin, tu vois. Il y a parfois des gens qui disent « Ah, ce disque, c'est un classique », je leur donne des anecdotes, je dis « Ah non, mais à cette époque, il était critiqué, ce disque. Hein. Ce disque-là, ah ouais? Ah bon? Mais je sais pas, nous, on le voit comme un classique. Ouais, mais t'étais petit, tu n'as pas vécu le truc, t'étais pas là. » Tu vois, il y a plein de trucs. Et mon histoire, elle m'a donné raison. Donc j'ai l'impression que plus j'avance,
plus tout ce que j'entreprends est compris. Parce que la mutation sociale le permet. Tu vois, j'avais fait une interview avec Bouscapé il y a 10 ans. Et dedans, j'explique que je vais faire de la mode, que je vais faire une marque de luxe, que je vais faire tout tatati. Et j'ai dit, ça prendra le temps qu'il faudra, mais il y aura le moment où ça sera possible. Pourtant, c'était en 2008. Là, aujourd'hui, je le fais, c'est 10 ans après. Donc, j'applique une idée que j'ai déjà dite sur une interview de votre média il y a 10 ans. Mais sauf que le monde était fermé. C'est tout. Ouais, les mentalités, elles n'étaient pas prêtes, en fait, à l'époque. Et les mentalités de tous bords. Hein. Ça veut dire, je te parle pas de la mentalité des cités, tout ça. Hein. Je te parle de la société. La société, c'était compartimenté, tout le monde c'est reclus sur lui-même. Il y a une ignorance de l'autre qui s'était installée et qui, là, il y a peut-être, 2 ans maximum, est en train de se réouvrir. Et cette stabilité que tu ressens en moi, c'est parce que j'ai le recul de voir que ce monde est en train de changer. Ok. On en vient maintenant à une rencontre qui paraît improbable au premier abord. C'est Josiane Balasco qui est dans ton projet, qui fait l'introduction du morceau Meilleur Souvenir. Ouais. Donc déjà, dans un premier temps, comment elle s'est faite cette connexion? Je la connais, tout simplement. Je l'ai appelée comme une amie. Je lui ai dit, ouais, j'ai une idée sur un titre et j'aimerais bien que tu interviennes dans le morceau et tout. Et elle m'a dit, ouais, avec plaisir. D'une simple phrase, elle a joué un grand rôle sur ce que je suis devenu. Tu comprends? Après, on s'est retrouvés il y a quelques années par des amis interposés. J'ai dit, on s'était déjà rencontrés et on est restés en amitié. Voilà, on va dire ça comme ça. Et quand j'ai eu l'idée, donc j'avais un titre où je voulais absolument qu'elle intervienne. Elle a d'abord fait son intervention avant d'écouter le titre. Toi, il était déjà prêt. J'ai fait le titre. Et je lui ai dit, non, fais d'abord le truc, tout ça. Elle a été grave émue quand elle a écouté elle a écouté le morceau, ouais. Ouais. Parce que ça matche bien, en fait. Ce qu'elle dit et ce que tu enchaînes derrière. Voilà. On ne peut pas s'attendre à ça. Ouais. Et genre, c'est comme les gens, là, ils sont curieux de savoir ce que j'ai fait avec Josiane Balasco. Mais quand ils verront ce que j'ai fait, ils verront que c'est la culture. C'est un titre où tu reviens sur des faits de société graves. Ouais. Ziad et Bouna, ça remonte à 2005. Adama Traoré, l'affaire Théo, plus récemment. Toi, c'est quoi ton point de vue aujourd'hui? Parce qu'on sait que tu es assez engagé sur ça. Tu n'hésites pas à aller sur les manifs, etc. Quand il y en a. Toi, c'est quoi ton regard sur ces faits-là, en fait? Où il n'y a pas de justice. Enfin, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Ouais, mais tu vois, j'ai énormément d'admiration pour les familles, là. Tu vois, j'ai énormément pour la famille Traoré, pour Théo, pour Ziad et Bouna, leur famille, dédicace à Siaka. Il faut être courageux quand tu perds des gens dans des conditions pareilles pour pouvoir continuer de vivre ou de te battre, tu vois. Et moi, vu que j'ai perdu mon frère, mais pas dans les mêmes conditions, mais j'ai perdu mon frère d'une manière subite, c'est des choses, moi, qui te touchent encore plus maintenant. Qui me touchent encore plus. Et donc, tu vois, quand je les vois en train de se démener pour avoir justice, alors que, tu vois, le système, je vois qu'il n'est pas favorable à ça, et je les trouve très courageux et j'espère qu'ils arriveront à trouver le chemin de la paix. Parce que, tu vois, on sait que ça va ramener personne. Mais je sais que c'est des combats que tu fais aussi pour te guérir pour aussi. Toi-même, ouais. Donc j'espère que ça va les mener sur le chemin de la paix. Parce qu'il n'est pas facile à trouver ce chemin. Pour toi, elles sont où les solutions à ces problèmes? Ils ont trop ghettoisé notre ghetto. Ils se permettent trop de choses sur les très jeunes. Qui sont certes livrés eux-mêmes, donc à des moments très turbulents où tu peux comprendre parfois que la police, elle est truc, mais il y a eu un abus, de violence que les gens qui ne vivent pas dans les quartiers ne se rendent pas compte. Un jour, j'ai vu un jeune, là, je vois sa tête, elle est enflée de ouf et tout. C'est quelle embrouille? Je lui dis, c'est avec quelle cité? Il me dit, non, c'est les keufs. Je dis, quoi? C'est les keufs qui ont fait ça? Il m'a dit, ouais. Je dis, t'as fait quoi? Tu leur as sorti une arme? T'as fait quoi? Il me dit, non, tu connais, ils sont bien, voilà, c'est un petit turbulent, il a du mal parler vite fait. Non, mais ils l'ont massacré. Ils l'ont massacré comme un adulte.
Comme si, et même un adulte, on ne le fera pas comme ça parce qu'un adulte, il peut porter plainte et t'emmener en tôle parce que l'ITT est au-dessus de 8 jours. donc, quand j'ai vu le petit se faire massacrer comme ça, j'ai dit non mais ça m'a un peu révolté, tu vois. J'ai dit mais c'est un truc de fou, il n'y a plus de limite, ils ont même plus peur. Et si toi, tu aurais un message à délivrer aux jeunes, aujourd'hui, le McTayer de 2018, il dirait quoi en fait? Si demain les keufs ils viennent, ils t'attrapent parce que t'es un criminel, t'as perdu, tu t'es fait serrer, c'est fini, tu vois. J'ai une relation avec la police très compliquée à la base, jusqu'à très très tard, tu vois. Et j'ai dit ça sert à rien de cultiver une relation dans l'affrontement avec la police parce qu'à la fin tu vas perdre, ils vont te tirer dessus, ils vont te tuer. Il y aura des RIP sur les réseaux sociaux et c'est terminé, frère. S'ils n'ont rien sur toi, laissez-moi tranquille. S'ils ont quelque chose sur toi, ben, ils t'ont attrapé. Basta, tu vois. Mais sinon, tous les petits détails, là, les petits trucs où ça casse les couilles à H24, ne te mets pas dedans parce qu'à la fin, tu vas perdre. Maintenant, on va passer au morceau Ça arrive. On retrouve Soprano et Youssoupha. Ouais. Pourquoi avoir fait le choix de les appeler eux sur ce morceau? C'est mes amis, on partage beaucoup la même vision des choses. Familiale, on se refuse d'abrutir la jeunesse. L'ouverture musicale de Soprano ne lui a pas enlevé le thème des textes, ce qui est notre éducation commune à la base. Donc ce qui fait que pour moi c'était très important de faire un morceau ensemble. Et si tu écoutes le morceau, c'est un morceau où il y a du texte, quoi. Et en fait je l'ai fait pour que les gens se rendent compte qu'en fait c'est plutôt des Youssoupha, McTayer et Soprano qui se ressemblent, malgré que la forme musicale et que la communication de nos personnes soit différente. C'est un album de culture pour moi, tu vois. On retrouve maintenant Fianso et Caris sur ton projet. C'est le 93, c'est le 93 Empire. Toi, aujourd'hui, pour un artiste qui fait partie des bases du 93, ça te fait quoi de voir ce département aussi soudé maintenant? C'est pour ça que j'ai fait ce morceau. C'était pour authentifier le fait que le 93 est soudé aujourd'hui et que ça me fait vraiment plaisir parce que moi, quand j'étais plus jeune, ben, le 93 n'était pas soudé, tout simplement. Et aujourd'hui, de voir que le 93 est soudé, ben, ça me fait plaisir. Donc je suis obligé d'y participer. Je suis obligé d'y participer, de montrer que je suis content que le 93 soit soudé. Étant un grand fervent du 93 qui a, je pense, défendu le drapeau le plus, tu vois, avec le plus d'authenticité pour tous les mecs qui ont grandi dans le 9-3. Ils savent que So, c'est le 9-3. Il n'y a pas de, tu vois, le vrai, la street, c'est moi. Mais maintenant, tu vois, quand je vois ça, je suis content. Parce que c'est des choses que j'aurais aimé voir plus tôt. Donc, je peux pas me mettre à l'écart de cette énergie. Parce que je pense que c'est une énergie qui peut ramener encore plus que ce qui a été ramené cette année. Faut assumer sa grande gueule, qu'est-ce qu'ils veulent? Seul devant ton équipe, tu crois qu'il se passe quoi? Quand sur le même boîtier, tu vois le Range Rover et 5 Birkin, tu crois qu'il se passe quoi? Mitraillette dans le texte, billage à le string sur le texte, tu crois qu'il se passe quoi? Dernière question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est dans l'âge d'or du rap français? On est dans une nouvelle grosse période. On est comme dans les années 90. C'est une grosse période. Pour que cette période rapporte plus que dans les années 90, il est important que des médias comme Bouscapé, des mecs comme moi, des mecs comme Soprano, tu vois, tous les gens qui sont là depuis longtemps, il faut qu'ils soient là maintenant pour que cette période soit bien gérée. Il faut des responsables. L'expérience. Ouais, il faut de l'expérience. Parce que les années 90, ça a été une grosse période faste, mais sans expérience. Donc il y a eu beaucoup de gâchis. On est en train de rentrer dans une très belle période. Et cette période-là, il faut qu'il y ait le moins de gâchis possible. Aux États-Unis, les gâchis, ils sont de moins en moins possibles parce que les seniors sont trop dans le business. Ils permettent à toutes les nouvelles générations d'arriver à gérer au mieux leur carrière, à monter fort tout de suite, à faire des carrières longues, carrées, de sortir tu vois, parce que aux États-Unis, aujourd'hui, les hommes de l'ombre, c'est Diddy, c'est Jay-Z, c'est Dre, c'est des gens du rap. Et aujourd'hui, même pourquoi les clashs prennent toujours fin, parce que les producteurs, eux, sont des amis, les petits, eux, ils viennent de partout des États-Unis, mais à un moment,
les darons, ils disent, les enfants, vous allez arrêter votre chamaillerie, et là, vous allez chanter. Mais c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Et il y a un moment, il faut qu'on arrive à faire en sorte que dans le rap, quand les gens, que le business du rap, à un moment, quand on commence à faire le tour des médias, dans les bureaux, dans tout, et que tout le monde se reconnaisse. Ah ouais, là, ça va ou quoi? Ça fait longtemps, toi, ça fait... Comme au State. Et là, tu verras que cette période-là va être gérée de la meilleure manière. Ok. Mactaer, merci beaucoup. Merci à toi, c'est cool. Faut assumer sa grande gueule, qu'est-ce qu'ils veulent? Seul devant ton équipe, tu crois qu'il se passe quoi? Quand sur le même boîtier, tu vois le Range Rover et